J'ai l'honneur et le plaisir d'interviewer professeur Martine Gillard, une figure incontournable de la cardiologie française et européenne, mondiale. Vous êtes une femme inspirante pour de nombreuses et nombreux cardiologues. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être certains ne vous connaissent pas, j'ose résumer brièvement votre carrière. Donc, vous avez occupé des postes très importants. Vous avez été responsable et non chef de service de la cardiologie interventionnelle et responsable du service d'imagerie en coupe à Brest. Cardiaque, oui. Imagerie cardiaque. Vous avez été nommée professeur de médecine en 2007. Vous avez été présidente de la SFC en 2018 à 2019 et vous êtes membre de l'Académie de médecine depuis 2021. Exactement. Alors, ma première question, c'est à quel moment de vos études vous avez décidé de devenir cardiologue ? Alors en fait, ça s'est joué comme souvent sur des... J'avais deux spécialités que j'aimais bien au cours de mon externat, qui étaient la cardiologie, mais très loin devant, c'était la pédiatrie. Je voulais être pédiatre. Et à mon époque, ce qui montre que j'ai un certain âge, on avait la possibilité d'être spécialiste sans avoir l'internat. C'était ce qu'on appelait les CES, certificats d'études spécialisées. Et pour la pédiatrie, il était obligatoire de passer l'internat. On pouvait faire cardiologie sans passer l'internat, mais il fallait... Bon. Et donc, j'ai passé l'internat, je suis arrivée à Brest, et à Brest, il n'y avait pas de poste pour moi, j'étais pas assez bien classée, donc j'ai fait cardiologie, mon deuxième choix. Et en cardiologie, à Brest, on était très autonome quand on était interne, et ça m'a beaucoup plu. On prenait des décisions, on s'occupait vraiment des patients, on était très impliqués, etc. Et à Brest, en service de pédiatrie, il y avait beaucoup d'infrastructures médicales, ce qui fait que l'interne faisait quasiment rien. C'était un super externe. Et quand j'ai eu la possibilité d'occuper un poste d'interne en pédiatrie, ben, du coup, ça m'a beaucoup moins tenté. Et je suis restée en cardiologie. Donc voilà un peu comment ça s'est fait. C'est l'organisation de... Oui, c'est souvent... Je dis que beaucoup de parcours, c'est un problème de chance, de rencontre avec des personnalités et comment on va gérer ces rencontres et comment on va utiliser ces rencontres. Donc je trouve que c'est vraiment rencontre dépendante et en cardiologie, les rencontres que j'ai faites m'ont amené à rester en cardiologie et pas aller en pédiatrie, qui était mon premier choix. Il y a eu une rencontre spécifique. Oui, parce qu'il y avait... en fait, on était... tout de suite très impliqués dans le soin, puisque l'encadrement, donc les chefs de clinique, les professeurs il y avait très peu. Donc l'interne avait énormément de travail et de responsabilités, et on faisait beaucoup de gestes invasifs, parce qu'à l'époque, la cardiologie n'était pas du tout comme elle est maintenant, elle était beaucoup plus... Il y avait moins de traitements à nos dispositions. Donc il fallait vraiment s'occuper des patients et de façon invasive, mais invasive, anciens. Et de ce fait, tout ça, j'ai préféré rester là, où je me sentais beaucoup plus utile que dans un autre service où il y avait déjà un gros encadrement médical. Et là, je me suis dit, bon, je vais être utile, mais peut-être pas tout de suite, alors que là, je sentais que j'étais utile. Vous étiez vite dans l'action. Voilà, exactement. Exactement. Quel a été le plus grand défi que vous avez rencontré dans votre carrière et comment vous l'avez surmonté ? Le plus grand défi, ça a été, je pense, de passer du stade d'acteur à me dire il faut que je devienne professeur. Parce qu'au début, la carrière de devenir professeur n'avait pas beaucoup d'attrait pour moi, parce que là où j'étais, le responsable du service de cardiologie interventionnelle, qui était le professeur Jacques Bochat, me faisait participer à tout. Donc je ne voyais pas l'intérêt de changer de conditions et de devenir professeur. Et puis c'est la rencontre avec une autre personnalité, vous voyez, c'est toujours des rencontres, qui s'appelait René Koenig, qui était à Rouen, et qui est parti du CHU pour aller dans la clinique privée. Et là, je me suis dit, mais pourquoi tu quittes, tu t'entends très bien avec le professeur Alain Cribier, avec Hélène Janinoff, et ça, pourquoi tu t'en vas dans le privé, pourquoi tu restes pas comme moi Et il me dit, écoute, pour rester dans un hôpital public, il faut devenir professeur, autrement, à la fin, quelqu'un viendra au-dessus de toi, te forcera à faire des choses que tu veux pas. Et je me suis dit, il a raison. Et donc, c'est là où je me suis mis. Et comme je m'y suis mis tard à devenir, j'ai fait tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire le Master 2,
Alors j'étais la plus vieille des Master 2 parce que c'était tous des jeunes. Après j'ai passé des examens, etc. Et j'étais toujours la plus âgée. Et donc ça a été un défi parce qu'il a fallu que je me remette à faire des maths, parce que j'avais choisi bien sûr une voie basée sur l'imagerie. Donc il a fallu que je refasse des maths. Et ça a été pour moi un grand défi parce que c'était pas vraiment une vraie volonté, quoi. C'était juste en me disant il a raison. Il faut que je devienne professeur. Et cette partie-là, pour moi, ça a été le plus gros challenge de ma carrière. Vous avez été à l'initiative de France Ta Vie. Comment vous avez eu l'idée des registres et est-ce que vous pouvez nous dire l'importance des registres en France? Comme je vous le disais tout à l'heure, ça a encore été des rencontres. Alors au départ, Hélène Elchaninov a réalisé le premier registre Ta Vie de France, qui s'appelait France. Et ensuite, moi, en 2010, la HAS a voulu créer un registre qui inclurait l'ensemble des implantations. Ce sera un registre complètement exhaustif pendant 2 ans. Et donc, la Société française de cardiologie, c'est-à-dire le professeur Geneviève Desrumeaux, m'a demandé de diriger la partie cardiologie. Et j'étais associée à Marc Lascar, qui était le chirurgien cardiaque, qui était le co-directeur. Donc ça a très très bien marché pendant 2 ans. Et ensuite, le registre France Ta Vie a été créé, qui était la suite de France 2. Et là, c'était le professeur Hervé Le Breton de Rennes qui l'a pris en charge. Et puis ensuite, j'ai repris le registre sur sa demande parce que il trouvait que c'était assez long. Et à ce moment-là, le registre n'était pas du tout le même que dans France 2 parce que vous imaginez bien, France 2, c'était le début de l'aventure. Il y avait 2000 Ta Vie par an, il y avait 34 centres, ça a duré 2 ans, on faisait pression sur les centres, on aidait les centres, on encourageait les centres, mais ça ne représentait pas autant de patients. Et puis France Ta Vie est arrivée avec une implantation énorme. Il y a d'abord eu 54 centres. Il y avait progressivement le nombre d'implantations est devenu important. Là, vous voyez, en 2024, il y a eu 21 000 Ta Vie implantés. Donc, le nombre de patients, c'était plus la même chose. Et les gens, comme toujours, ça demande tellement d'énergie de remplir un registre que les centres se sont épuisés. Et donc, quand j'ai récupéré le registre France Ta Vie, il y avait à ce moment-là quasiment pas de suivi et les gens n'en pouvaient plus. Et donc, avec le professeur Le Breton, on a réfléchi comment on pouvait s'en sortir et on s'est dit la seule façon, c'est d'automatiser. Et là, j'ai rencontré 2 personnes qui m'ont dit la seule façon que tu vas t'en sortir, c'est de lier, pour soulager les centres, c'est de lier le registre au système national des données de santé, qui venait d'être, entre guillemets, créé. Il existe depuis tout le temps, depuis qu'il y a la sécurité sociale, mais ils l'avaient créé, donc c'était dans les années 2018, où ils ont mis à la tête Madame Polton, qui a créé et là, immédiatement, je me suis précipitée, j'ai dit, je souhaiterais que ce registre soit lié au SNDS, comme ça, au moins les centres n'auraient plus besoin de faire le suivi. Le suivi serait automatique. Et d'un autre côté, j'ai regardé les logiciels métiers et on s'est dit, on va faire quand le médecin va remplir les données qu'il fait lors de toute procédure, eh bien, il n'aura pas besoin de faire une double saisie dans ce CRF. Il notera. Donc, l'automatisation de son travail quotidien, associée à un suivi exhaustif automatique, faisait que du coup, le registre France Ta Vie pouvait renaître et redevenir très puissant et ça s'est fait. Le système national des données de santé a accepté et on a été le premier registre français à être lié au système national de données de santé. Et puis après ils se sont dit c'est bien, mais c'est pas bien, parce qu'en fait, votre registre, à partir de votre registre, vous faites plusieurs études, vous posez plusieurs questions. Et ça va pas pour nous. Nous, il faut un registre, une question. Alors je dis, mais le lien au SNS est indispensable. Ils m'ont dit, la seule façon que vous ayez de vous en sortir, c'est de créer un hub, c'est-à-dire une structure que l'on va essayer de définir, parce que c'était le premier, pareil. On va essayer de définir comment vous pouvez, vous, société savante, avoir plusieurs registres dans ce hub, et ces registres-là pourront être liés au SNDS. Je me suis dit, moi, je signe.
Donc on a fait tout un montage, ça a pris du temps, hein. Il faut parler CNIL, il faut faire beaucoup de réunions, et on s'est aidé par Clinitix, qui est une start-up au départ, qui avait été créée pour France Ta Vie. Puis en plus maintenant elle s'est développée, ils sont devenus experts dans ces liens, dans ces liaisons entre des registres et le SNDS, et on a créé le hub de la Société française de cardiologie, qui était le premier hub. Par exemple, si vous voyez le HDH, qui est le Health Data Hub, c'est-à-dire l'élément national, n'est pas relié au SNDS. Ils n'ont toujours pas l'autorisation. Alors que nous, pauvres petites sociétés françaises de cardio, on a obtenu cette autorisation. Et donc tous les registres que l'on met dans ce hub, qui doivent bien sûr avoir des caractéristiques, une information des patients très stricte, une sûreté de tous les documents, RGPD, etc. Donc il faut vraiment que tout ce qu'on collecte soit protégé. Mais grâce à ça, on a plusieurs de nos registres maintenant qui sont liés au SNDS. Ça veut dire que 99% de suivi à 10 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Incroyable. C'est beaucoup mieux beaucoup d'études randomisées. Ouais. 99% de suivi à 10 ans. Et on peut avoir les renseignements de chaque patient 2 ans avant la procédure. Donc on a une masse d'informations qui est juste extraordinaire. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Mais on n'est pas tout seul dans tout ça, hein. J'étais entourée par beaucoup d'amis, de personnes qui ont beaucoup travaillé, le professeur Bernard Young et justement l'équipe de Clinitix qui ont tout ça, ça a demandé beaucoup de travail, mais quand ça marche, c'est. Et est-ce que vous avez déjà utilisé ces données-là pour pouvoir changer des choses au niveau des politiques de santé? Alors, ou on n'y est pas encore? Il est obligatoire. C'est-à-dire que, et c'est là où je suis pas très contente, c'est-à-dire que l'État, les sociétés, enfin la DGOS, le ministère de la Santé nous a dit, on n'est pas très nombreux sur Société Savante à avoir des registres de ce niveau. Et donc la DGOS nous a dit, oh là là, il faut continuer. Donc ils l'ont mis dans le JO, c'est-à-dire quand vous implantez un TAVI, tous les centres, normalement, doivent mettre le patient dans le registre. Mais on n'a pas d'argent pour ça. C'est-à-dire qu'il faut que moi, tous les ans, j'aille demander aux industriels de nous aider, pour qu'ils coopèrent, pour que le registre fonctionne. Parce qu'on n'est pas chez les bisounours. Le fait de ce lien au SNDS, il y a des gens brillantissimes qui font les analyses. Un SNDS, c'est pas un tableau Excel, c'est très compliqué. Donc il faut des gens de très haut niveau qui soient impliqués dedans. Ça veut dire une charge de travail, ça veut dire de l'argent, ça veut dire une maintenance, et tout ça, c'est à nous de trouver. Donc ça, c'est l'élément. Donc on essaye de le faire financer par l'État, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Mais on a publié énormément d'études ancillaires, c'est-à-dire qu'on se retourne vers les 54 centres, on fait des appels à projets, ils envoient des idées, on les finance et on les publie. Donc ça a servi à voir, l'HAS maintenant le demande tous les ans, parce que grâce à ça, elle sait à peu près où on en est et ce qu'il faut qu'elle fasse. Donc c'est une aide. Et ça permet de pouvoir aller les voir et de demander des modifications. Mais pour le moment, vis-à-vis de nos autorités de tutelle, c'est un peu compliqué. Mais on va s'en servir, ça c'est sûr, mais c'est un peu compliqué. On aimerait bien qu'ils le financent et que ce soit pas nous, parce que avec des histoires de conflits d'intérêts, vous pensez bien que quand je vais voir nos partenaires industriels, donc ils sont tout à fait coopérants et ils nous donnent l'argent, hein, grâce à eux ça s'est financé. Mais c'est quand même des conflits d'intérêts, c'est-à-dire que je vais, moi, médecin, chercher de l'argent auprès de l'industrie, et cet argent, il n'est pas pour moi, il est pour le... Mais n'empêche que, voilà, donc c'est un peu compliqué, un peu délicat. Merci pour ce partage. Là, je passe à autre chose. Alors, en 20 ans, la cardiologie a connu des progrès incroyables et une multitude d'innovations. Pour vous, quel projet technologique ou d'innovation en cardio vous a le plus impressionné? Et vous n'avez pas le droit de répondre le TAVI. Parce que ça, c'est sûr, c'était la première. Alors, moi, j'aurais dit... la cardiologie, c'est une spécialité extraordinaire. C'est-à-dire que, comme vous le dites,
ça a fait des progrès. Alors j'aurais dit, bien sûr, comme je suis cardiologue interventionnel, c'est l'angioplastie, c'est-à-dire c'est Andreas Grundig qui a donc créé cette possibilité de traiter de façon percutanée au lieu de faire un pontage. Et donc au départ, il y avait 15% à peu près d'angioplastie et 85% de pontage. Maintenant, c'est exactement l'inverse. Donc ça a été une révolution, parce que ça nous a permis de traiter des patients qui étaient plus frêles, etc., et d'ouvrir la coronaire. On sait quand même que les maladies cardiovasculaires et dont l'infarctus sont les premières causes de mortalité. Donc ça c'est une très... Et puis les progrès médicamenteux du début, c'est-à-dire, il y en a maintenant de plus en plus, mais pour vous dire, il y a des médicaments qui ont été créés pendant ces 30 ans ou 40 ans qui ont permis de remplacer des choses comme les saignées. C'est-à-dire qu'on faisait des saignées quand les patients faisaient une poussée d'insuffisance cardiaque aiguë, un OAP. Et donc il y a eu des médicaments qui sont arrivés et ça a aussi transformé la vie. Donc il y a eu des progrès médicamenteux énormes qui ont changé et que nos jeunes ne comprendraient même pas. Enfin, pour eux, c'est juste pas possible. Et des progrès dans l'interventionnel. Et comme, il y a aussi le défibrillateur et tout ça, je vais me faire des ennemis auprès des rythmologues, mais quand même, je pense que l'angioplastie coronaire et le stent font partie des très, 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 très grands progrès de la cardiologie. Je vais peut-être passer sur une question peut-être un peu plus personnelle. Donc, autant que cardiologue interventionnel, vous avez évolué dans un milieu très masculin. Comment vous avez réussi à faire votre place et quels conseils donneriez-vous aux jeunes cardiologues femmes qui souhaitent faire de la cardiologie interventionnelle? Alors, en fait, au départ, je n'ai pas ressenti une différence. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours sentie d'abord cardiologue et après femme. Donc, quand j'avais à être présente dans des réunions, je me considérais comme un cardiologue. C'est-à-dire que si je devais partager mes idées et si j'avais pas assez d'arguments, je ne pensais pas parce que j'étais une femme ou pas, ou que les gens me regardaient différemment, c'est parce que je me disais, je suis pas à la hauteur. Mais je n'ai jamais, pour moi, le sexe n'a été un problème. Mais maintenant que je prends du recul, je m'aperçois qu'en effet, c'en est un. Et je dirais aux jeunes cardiologues de faire ce métier, parce qu'il est vraiment très beau. Alors se pose, c'est sûr, le problème des gardes, avec toute la partie familiale. Eh bien, je trouve que dans les années 2025, nos jeunes hommes, et on le voit quand on a affaire à des externes ou aux internes, ils s'occupent maintenant de façon importante de leurs enfants. Ils sont souvent en train de nous dire à 5 heures, ah ben non, je ne peux pas rester parce que je vais chercher, etc. Donc il y a une implication plus importante, il me semble, dans l'évolution de la vie de l'homme vis-à-vis de la famille. Il a moins envie de faire des carrières, enfin des travaux aussi exigeants, donc il veut avoir sa partie familiale. Eh bien, il faut que les femmes en profitent. Et c'est-à-dire que la femme qui veut faire cardiologue, eh ben, il faut qu'elle s'arrange et qu'elle ait ces fameuses temps d'astreinte ou de garde. Eh bien, il faut que l'homme l'accepte. Donc, il ne faut pas qu'elle s'arrête là-dessus. Il y a toujours une façon de faire et il faut vraiment que ce ne soit pas un problème. D'autre part, par exemple, dans la cardiologie interventionnelle, il y a l'irradiation. Et on dit, mais comment vous faites la nuit, comment faire une femme, elle va laisser ses enfants, elle va venir, puis il y a l'irradiation, enfin, etc. Il faut savoir que dans nos cathétérismes, enfin dans nos salles de cathé, il y a les personnes qui nous accompagnent, qui accompagnent le médecin, ce sont des femmes. C'est-à-dire que l'infirmière, elle, il n'y a pas de problème, elle peut laisser ses enfants, elle peut venir faire la garde la nuit, prendre des rayons, mais l'infirmière, elle peut, mais pas le médecin, non. Ça, pour moi, c'est une fausse explication et une fausse recommandation que nous donnent souvent les hommes aux femmes en disant non, fais pas ce métier, fais plutôt notre métier médical qui sera moins. Je pense que non, je pense qu'une femme a toutes les qualités, c'est une organisation qui est dure, mais elle doit le faire. Et je pense que là, la société doit évoluer. Et moi, je vais me battre au niveau européen, national et européen, pour ça. C'est-à-dire qu'il faut que les hôpitaux, où on a 80% de femmes,
qui travaillent dans les hôpitaux, pas chez les médecins, mais tout le reste, eh bien, il faut avoir des crèches, il faut que le système accepte les enfants des médecins, il faut qu'il y ait un système d'aide, parce qu'une femme, elle est brillante, aussi brillante qu'un homme, et elle doit avoir les mêmes possibilités de s'exprimer, et surtout d'améliorer la santé de nos patients. On a vu, il y a des études qui ont montré qu'une femme qui prend en charge un patient a des meilleurs résultats. Et alors, une femme qui prend en charge une femme, c'est encore mieux. Et quand même, la population mondiale, 50% de femmes. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à tout ça et il faut donner les moyens à nos hôpitaux, donner les moyens pour que la femme, si elle a envie d'être cardiologue, et je trouve que c'est un si beau métier, puisse le faire sans qu'on lui dise à chaque fois « Ah non, mais tu ferais mieux d'aller t'occuper des enfants, tu serais quand même beaucoup plus utile. » Ben non, non, non. Pour le patient, elle est très utile en cardiologie. C'est rigolo, j'ai eu cette phrase il y a à peu près 5 mois. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est... Je l'ai eu, hein, bien sûr, ouais. Mais c'est... Comme on a beaucoup de choses à faire encore. Oui, oh là 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 là. Mais il faut persévérer. Et donc, c'est la question qui suit est proche. Est-ce qu'avec le recul, vous diriez que vous avez fait preuve de sororité dans votre parcours envers les femmes ? Alors, c'est vrai j'ai eu tendance à peut-être plus favoriser les femmes, mais je n'en suis pas si sûre. C'est-à-dire que c'est toujours, c'est peut-être un problème chez moi, c'est-à-dire que, je vous dis, j'étais d'abord une cardiologue, donc alors j'étais hyper heureuse quand c'était une femme, et donc on a actuellement à Brest une femme excessivement brillante qui travaille en tant que cardiologue interventionnel et qui est à la hauteur complètement des hommes de l'équipe. Mais vous voyez, j'en ai qu'une et il y a 4 autres cardiologues interventionnels hommes. Donc la cardiologie reste encore trop féminine. Alors je le fais plus maintenant qu'avant, parce qu'avant j'avais mes propres problèmes, mais je le fais plus maintenant et je pense que je le fais dans les congrès, j'essaye de positionner beaucoup plus de femmes au panel, encourager les femmes à parler. Lorsque je suis auprès d'une oratrice cardiologue brillante, je l'encourage parce que je pense que c'est aussi... Si on n'a pas de personnes assez haut placées, il faut donner des exemples, je pense. Et les exemples sont vraiment très importants. C'est pareil, au départ, on ne pense pas à tout ça, mais maintenant, avec un peu de recul, je pense que l'exemple est important. Et plus on mettra des femmes sur la scène, plus on donnera la parole aux femmes, plus il y aura des femmes sur le panel, plus les femmes qui vont commencer vont se dire « Ah ouais, j'aimerais bien être comme elle », et donc se donner les moyens. Si on n'existe pas sur les panels, bien sûr, elles vont se dire c'est pas pour nous. Donc, il ne faut pas surtout qu'elles disent que c'est pas pour elles. Très intéressant. C'est une autre question assez personnelle. Autant que cardiologue très engagé, comment vous avez pu concilier votre vie personnelle, familiale ? Est-ce que vous avez dû faire des sacrifices ? Je suis divorcée, donc manifestement ce côté-là n'a pas marché, mais enfin c'est pas une. Et donc j'ai eu un enfant pendant mon interne, enfin pendant mon clinica plus exactement. Donc là il y avait les gardes, etc. Et donc on peut s'arranger. Moi à l'époque j'avais pris, je payais, alors le salaire n'était pas très important, mais je payais des externes de façon régulière. Je choisissais, je demandais. Des externes étaient intéressés, ça leur faisait un peu d'argent de poche, donc je les payais régulièrement. Et lorsque j'ai été appelée la nuit, je les appelais, elles venaient chez moi, et elles gardaient l'enfant, et puis après elles repartaient, et donc là bien sûr je les payais un peu plus. Et donc j'ai réussi comme ça, en étant seule, à pouvoir continuer à m'investir et à faire mes gardes, et à faire tout en élevant l'enfant. Et donc je pense que ça, c'est important. Il y a toujours des solutions. Si on veut, il y a toujours... Alors, c'est compliqué. Ça fait quand on est interne ou chef de clinique, on ne gagne pas des milliers et des cents, mais tout est faisable. Je pense que si on veut, on peut. Mais c'est pour ça que je voudrais que l'État puisse aménager ces problèmes-là. Et que quand une femme, par exemple, est appelée et qu'elle a un enfant, qu'elle est seule, pour des raisons multiples, son mari est malade, il n'y a pas de mari, enfin peu importe, eh bien qu'elle puisse le déposer dans une structure qui peut le garder pendant qu'elle fait son acte. Parce que le plus important, c'est ce qu'elle apporte
aux patients, c'est bien sûr, et c'est pas pour ça que mon fils maintenant est avocat. Il a peut-être souffert, j'en sais rien, mais enfin, on est capable. Et il y a pas de, on a beaucoup discuté avec lui. Il m'a dit que c'est sûr que j'étais pas tout le temps là, mais quand j'étais là, j'étais là. Donc, et lui n'en a pas souffert. Donc, je pense qu'il faut arrêter toujours de culpabiliser la femme dans ce devoir-là. Les hommes s'en occupent beaucoup plus maintenant. Je trouve que ça c'est très bien. Et la femme doit pouvoir avoir la possibilité de faire la même chose qu'un homme. Ça me fait penser à ce que disait ma mère, qui me disait tout est dans la qualité et pas dans la quantité. Et c'est exactement ça. C'est exactement, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Donc ça m'a fait bien sûr beaucoup plaisir. Ouais. Du coup, j'arrive à dire ça à mes enfants maintenant, vu que ma mère me dit la même chose. Exactement. Bon, tout est dans l'identification en tout cas. C'est vraiment très important. Ouais. Tout à fait. Alors, dans toutes vos réalisations, quelle est celle qui vous a rempli le plus de fierté ? Probablement le fait d'avoir pu, donc comme je dis, les rencontres sont importantes, d'avoir pu rencontrer le professeur Beauchat pour Brest et le professeur Augusto Pichard aux États-Unis, qui m'ont donné l'importance de la recherche. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est mes premières recherches. C'est-à-dire, d'abord, mon développement c'est-à-dire que j'aurais pu faire que de l'angioplastie, entre guillemets, mais très tôt, alors bon, maintenant c'est très à la mode, mais très tôt, je me suis dit que, comme j'avais cette double spécialité, radiologue aussi, probablement ça a influé, c'est de pouvoir acquérir des connaissances et avoir les moyens, parce qu'on était assez débrouillards à Brest, d'avoir les moyens d'avoir de l'imagerie endocoronaire, de réaliser, on a été les premiers, enfin dans les premiers, dans 5 équipes françaises, à faire du scanner coronaire. Moi j'ai fait de l'IRM cardiaque dans les années 85, alors qu'il n'y en avait pas ailleurs. Donc cette possibilité d'avoir pu me développer ces éléments de connaissance dans l'imagerie en couple, l'imagerie endocoronaire, associée à la cardiologie interventionnelle, pour moi, je pense que ça a été vraiment très, très gratifiant. Et puis, grâce à 2 personnes qui m'ont encouragée dans cette voie. Et ça, je trouve que c'est très important. C'est pour ça que ces rencontres et le fait d'utiliser les rencontres et de se développer au bénéfice de tout ce que les différentes personnes peuvent vous apporter, c'est vraiment très important. Est-ce que vous avez une anecdote amusante à nous raconter sur un moment léger ou drôle que vous avez vécu à l'hôpital ou en congrès? Alors, je pensais, pendant qu'on discutait, et là, ça m'échappe, c'était... Oui, alors on peut le dire, c'était un petit peu ce côté un petit peu sexiste du début, parce que bien sûr, tout n'a pas été rose. Et donc, je me souviens que j'ai participé à la 2e angioplastie de Brest. C'est-à-dire que, bon, vous voyez, ça fait assez longtemps que je pratique avec justement le professeur Beauchat. Et puis, donc, au début, j'étais un élève, j'attendais, etc. Et puis, un jour, mon patron, donc Monsieur Beauchat, se rompt le tendon d'Achille. Et il me dit, écoute Martine, tu commences là, t'es pas efficace. Là, je peux plus faire de coronarographie ni de traitement. Je vais demander à un vieil interne de prendre ta place. Et puis toi, tu iras dans un autre. Et là, je me souviens toujours que j'avais résisté. J'avais dit, il n'en est pas question. Le choix de l'interne est roi. Donc, j'ai décidé dans ce dosage. Le vieil interne peut venir avec moi, mais moi, je ne m'en vais pas. Et donc, j'avais commencé déjà à être avoir un peu trop de caractère peut-être, mais ça m'avait fait rire parce que lui aussi après il en riait et il a dit au fond heureusement que tu as insisté parce que peut-être qu'après tu aurais été voir ailleurs et ça t'aurait peut-être plu et tu serais pas resté et devenu cardiologue interventionnel. Donc c'était toujours un peu, bon là c'était pas trop sexiste, là c'était plutôt une personne qui avait pas trop de connaissances par rapport à une autre qui en avait plus. Donc voilà, c'était... Ça vous a marqué en tout cas. Ça m'a marqué, exactement. Où est-ce que vous voyez la cardiologie dans 10 à 20 ans et comment pensez-vous que la technologie, notamment l'intelligence artificielle, va changer nos pratiques? Alors je pense qu'il faut l'utiliser. Alors je ne sais pas encore, j'ai pas la connaissance, une connaissance très importante de l'intelligence artificielle, mais il faut l'utiliser. Il faut se l'approprier, il faut l'étudier et il faut pas être en retard. Parce que je pense que quand on voit par exemple les congrès où
où on nous donne simplement les dernières études sans aucun commentaire. C'est-à-dire qu'une personne vous donne l'étude et puis s'en va sans faire de remarques. Je pense que ça, l'intelligence artificielle va le faire. C'est-à-dire que on pourra avoir immédiatement on l'a déjà, mais ça sera probablement encore plus facile. Par contre, l'aspect critique qu'on a à high-tech sur les études, ça on l'aura pas par l'intelligence artificielle. Mais il y a des éléments que l'on pourrait complètement dédiés à l'intelligence artificielle qui pourraient nous permettre de nous focaliser sur des éléments plus importants. Et c'est pour ça que je pense la cardiologie, et comme c'est une spécialité en constante évolution, qu'il y a énormément de progrès, énormément de nouveaux devices, énormément un peu moins dans les médicaments. Les médicaments, ça s'est stabilisé, mais il y a, ça apparaît quand même toujours un peu. Je pense qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle pour nous permettre, pour chaque médecin, puisse avoir cette connaissance ou avoir un système d'aide dans sa pratique. Mais il faut garder, pour moi, il faut garder le libre arbitre de l'être humain qui a un esprit différent et qui peut adapter. Parce que si la médecine était une science, je pense que l'intelligence artificielle nous balayerait. C'est-à-dire que je pense que l'intelligence artificielle est très bonne en maths, elle est très bonne partout, etc. La médecine, c'est pas une science. Ce ne sont que des statistiques. C'est-à-dire que dans une situation donnée, on sait que 95% des patients vont faire ça. Mais le problème, c'est qu'il reste les 5%. Et les 5%, c'est je ne sais pas combien de personnes, mais c'est des individus. Et du coup, l'intelligence artificielle peut probablement nous aider dans le diagnostic. C'est le rêve de beaucoup d'administrations en disant on élimine ces médecins qui sont un peu pénibles, etc. et on prend que l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que le médecin, en bout de course, va peut-être pouvoir traiter les 5% de patients qui ne rentrent pas dans les statistiques. Et du coup, il faut donc la connaître, savoir l'utiliser pour qu'elle nous aide, pour qu'elle nous simplifie notre travail quotidien. Mais il faut continuer à enseigner, il faut continuer à avoir l'être humain. C'est pour ça qu'il faut pas se la faire imposer par des gens qui vont nous dire c'est comme ça l'intelligence artificielle. Il faut que la cardiologie se l'approprie, l'analyse, et en tire les bénéfices. Donc, à la Société française de cardiologie, il y a un groupe comme ça de travail qui a été créé sur l'intelligence artificielle, et j'aimerais bien le créer aussi au niveau européen, parce qu'il faut toujours être dans le progrès, il ne faut pas se laisser imposer, parce qu'on voit tout de suite ce qu'aimeraient bien les administrations, diminuer cette partie-là des dépenses. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit pro-acteur et non pas... subir. Pas subir, voilà, exactement. Alors, ma dernière question. Donc, vous avez une carrière longue et riche, encore riche, je vous l'espère. Avez-vous un ou des regrets, des projets que vous auriez aimé entreprendre ? Toujours, parce que dans mon activité de cardiologie interventionnelle, il y a des éléments qui ne sont pas actuellement définis. On sait pas. On sait qu'on fait quelque chose, on sait qu'on va avoir telle complication, mais le lien est pas facile. Et il y a des tas de recherches. Et j'avais grâce au professeur Wines, William Wines, j'avais eu la possibilité de pouvoir développer une recherche là-dessus, surtout sur une partie de mes unmet needs, comme on dit en anglais, des éléments que qui posaient question et qui avaient un impact sur la pratique. Et donc pour aller en Irlande, et malheureusement ça s'est pas fait. Donc cette recherche, je vais la conduire à Brest, mais c'est toujours pareil. La recherche, ça nécessite beaucoup d'argent, et je ne suis pas sûre d'avoir l'argent. Donc il y a toujours ce sont des regrets que j'aurai, parce que je ne sais pas si j'arriverai, mais je vais essayer de la donner à quelqu'un d'autre pour que on obtienne la solution. Et puis peut-être avoir... non, le reste, ça va. Bon, merci beaucoup, professeur Gillard, d'avoir donné de votre temps pour l'école numérique de cardiologie. Et merci à high-tech qui nous a permis d'être dans ce salon incroyable au Pharo à Marseille. Et merci beaucoup, parce que je suis très honorée et j'espère que j'ai pu satisfaire... Tout à fait. Bien au-delà. Merci beaucoup. Merci à vous.